le lancement. Voilà, le lancement d'un projet. Et durant ce module, ce qu'on va faire, c'est que on va d'abord voir tout ce qui est stratégie de communication, stratégie marketing et stratégie de vente. Ensuite, on va avoir la composition de l'équipe entrepreneuriale, le leadership déjà de l'entrepreneur. Ensuite, la case formalisation et enfin, on va terminer par le pitch commercial pour pouvoir vendre son entreprise, son projet. Donc, si on commence par la stratégie marketing, communication et vente. Alors, il convient d'abord, avant de parler de stratégie, il faudra comprendre d'abord tout ce qui est concept marketing, parce qu'on parle souvent de marketing stratégique, on parle de marketing digital, on parle de marketing opérationnel. Donc, c'est souvent des termes, en fait, qui poussent à des interrogations et à des réflexions. Donc, il convient dans un premier temps de définir ces termes-là avant de parler purement stratégie. Donc, on va commencer par le marketing stratégique. Donc, stratégique, comme son nom l'indique, c'est tout ce qui est stratégie. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des moyens qui ont été mis en place dans une entreprise pour analyser son marché et décider de la stratégie. Donc, tout revient à la stratégie à mener, justement, pour soit augmenter les ventes, augmenter le chiffre d'affaires, faire une offre promotionnelle, etc. Donc, c'est vraiment un élément crucial qui permet de faire l'analyse de marché. Donc, lorsqu'on parle de marketing opérationnel, en fait, opérationnel, comme son nom l'indique dans opérationnel, il y a opération. C'est vraiment la partie exécution. Donc là, c'est l'ensemble des actions marketing donc, qui mènent vraiment soit à promouvoir ses produits, soit à promouvoir ses services ou sinon à développer les ventes. Et lorsqu'on parle de développement de vente, on parle forcément de chiffre d'affaires. Donc, c'est tout ce qui a trait à l'exécution de la stratégie. Donc, dans le marketing opérationnel, on exécute la stratégie qui a été mise en place. Maintenant, lorsqu'on parle de mix marketing, alors mix marketing, pour ceux qui ont fait marketing pur et dur, c'est vraiment la base du marketing, le mix marketing ou les 4 P. Parce qu'en marketing, on parle de mix marketing ou des 4 P. Les 4 P, ça signifie quoi? On va parler de produits, on va parler de prix, on va parler de promotion. Donc, promotion, c'est la communication. Et on va parler de distribution. Distribution, c'est le lieu de distribution, la place de distribution. Donc, si on revient au prix, au produit, pardon, donc, lorsqu'on parle de produit, il va falloir pour l'entrepreneur déjà de maîtriser son produit. Et lorsqu'on parle de produit, en fait, on parle généralement d'offres, soit d'offres de produits ou d'offres de services. Pourquoi? Parce que l'offre, on peut vendre aussi bien un produit physique qu'un service. Un service, ça peut être une formation, ce qu'on est en train de faire là. Ça peut être un accompagnement, ça peut être un coaching, ça peut être un service traiteur, exemple. Donc, c'est tout ce qui est intangible, qu'on ne peut pas toucher. C'est un service qu'on rend. Donc, il va falloir maîtriser cette offre-là, que ce soit un produit ou un service, à savoir les caractéristiques de l'offre, à savoir les fonctionnalités. Aujourd'hui, si je souhaite développer un site web, il va falloir maîtriser toutes les fonctionnalités. Il va falloir également maîtriser tout ce qui est avantage du produit ou du service. Parce que si on maîtrise son avantage, on a une longueur d'avance sur sa compétitivité. Donc, c'est pourquoi on parle d'avantage compétitif. Quel est l'avantage, mon avantage par rapport à mes concurrents? Donc, c'est l'avantage compétitif. Qu'est-ce que je propose de plus par rapport à mes concurrents? Maintenant, si on parle de prix, alors c'est la partie qui est très, très, très importante. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui fixent leur prix au pif. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a une dame qui m'a avoué que, OK, ces prix ont été fixés au pif. Et pourtant, lorsqu'on fixe son prix, ce qu'il est important de considérer, on va dire, c'est vraiment les charges d'abord. Les charges, d'une part, c'est-à-dire il y a les charges fixes et les charges euh, variables. Voilà. Quand on parle de charges fixes, ça va être quoi? Ça va être, par exemple, la location. Lorsque tu as un magasin, la location de ce magasin-là, c'est une charge fixe parce que c'est une charge qui revient tous les mois. Là, on parle de charge fixe. Le salaire qu'on va payer à la commerciale ou à la vendeuse en magasin, c'est une charge fixe. Donc ça, c'est à considérer dans le calcul du prix.
L'électricité, l'eau, bien que le montant ne soit pas les mêmes tous les mois, parce que les montants varient, mais ça reste une charge fixe, parce que c'est des montants en fait qui doivent sortir tous les mois. Donc, salaire, location, électricité, eau, on peut considérer ça comme des charges fixes, donc qui reviennent systématiquement tous les mois. Maintenant, on parle de charges fixes ou de charges non variables, généralement. C'est vraiment le terme qu'on utilise. Maintenant, il y a d'autre part ce qu'on appelle les charges variables. Les charges variables, c'est-à-dire c'est des charges qui ne sont pas du tout fixes. Exemple, aujourd'hui, tu décides, disons que tu as une page sur les réseaux ou bien tu as un site Internet. Tu te dis, OK, ce mois-ci, j'ai envie d'avoir plus de visibilité. Donc, tu boostes la page. C'est une campagne marketing. Donc, ce budget-là que tu vas mettre pour booster ta page, c'est une charge variable. Parce que, pourquoi une charge variable? Parce que c'est soit tu as le budget ce mois-ci. Exemple, tu as 20 000 francs ce mois-ci. Tu mets 20 000 francs de budget marketing pour booster ta page ce mois-ci. Imaginons au mois de juillet, tu n'as pas ce budget-là, ou bien tu as moins, tu peux mettre 10 000 francs, comme tu peux ne pas du tout booster la page parce que tu n'auras pas ce budget marketing. Donc, c'est une charge variable qu'on doit intégrer également. Et comment on doit l'intégrer? On doit le calculer, on va dire, sous forme de moyenne. Par exemple, à l'an, on peut dire, OK, sur les 12 mois, je consacre de mettre 100 000 ou de mettre 150 000. Maintenant, ces 150 000-là, je vais les répartir sur les 12 mois. Exemple, chaque mois, je peux tenter de mettre, je ne sais pas moi, un 10 000 ou un 15 000 francs. Certains mois, je ne mets pas du tout, etc., etc. Maintenant, dans le calcul du prix, on a parlé de charges fixes, on a parlé de charges variables. Après, il y aura bien entendu tout ce qui est impôt. Généralement, on n'aime pas parler des impôts quand on est entrepreneur parce qu'on pense que l'impôt nous bouffe énormément d'argent. Alors que c'est relatif, hein, c'est relatif. Parce que si vous êtes en entreprise individuelle, disons que l'impôt, c'est juste à hauteur de 5% de votre chiffre d'affaires, donc de ce que vous gagnez. C'est pourquoi ce n'est pas non plus des sommes astronomiques. Donc, il faut vraiment rajouter ce prix-là dans le calcul du prix. Tout ce qui est impôt TVA. Et enfin, la grosse partie, c'est le bénéfice qu'on gagne. Il faut vraiment rajouter un pourcentage de bénéfice, exemple entre 25 et 30%, plus en plus des charges pour vraiment calculer son prix. Et ce prix-là, on le répartit vraiment disons, sur le volume de production. Voilà. Donc, tout le calcul-là, on va le répartir sur le volume de production, le diviser en fait par le nombre de produits qu'on a générés sur cette période-là pour avoir vraiment le prix fixe. Donc, encore une fois, le calcul du prix, ça se fait comme ça. Donc, pour ceux qui ont déjà mis en place leur entreprise, essayez quand même de faire ce calcul-là et vous verrez que souvent, avec ce prix-là, vous vous en sortez plus que lorsque vous fixez votre prix au pif. Maintenant, hormis le calcul du prix, il y a la communication. C'est ce qu'on appelle promotion. Parce que lorsqu'on parle de communication, on va parler de publicité. Parce que la publicité, c'est une forme de communication. Il y a la publicité sur les réseaux sociaux, il y a les campagnes publicitaires, il y a le boosting, il y a les promotions. Donc, lorsqu'on décide de faire une promotion sur ses ventes, par exemple en période de fête, ça, il s'agit de la communication. Il y a la communication interne, c'est-à-dire la communication avec les clients. Il y a les relations publiques, c'est-à-dire la communication avec la presse. Donc, tout ça, ça fait partie de la communication en général. Et enfin, le 4P, il s'agit de la distribution. Donc, lorsqu'on parle de distribution, c'est vraiment le lieu de distribution. C'est pourquoi on a mis entre parenthèses place. Parce que parmi les canaux de distribution, on a ce qu'on appelle le canal indirect et le canal direct et le canal indirect. Donc, parmi les canaux directs, on a en fait tout ce qui est canal traditionnel. Il y a déjà ce qu'on voit, les panneaux publicitaires. Il y a la radio, il y a la télévision. Donc ça, c'est vraiment les canaux traditionnels. Radio, télévision, panneaux publicitaires. Et après, il y a le canal digital. Donc le canal digital, ça va être tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est site internet, etc., etc. Donc c'est vraiment le lieu où on fait passer notre message. C'est ça qu'on appelle la distribution. Et pourquoi c'est important en marketing?
parce que c'est important de choisir le lieu. Déjà, le réseau social, le lieu, est-ce que c'est un canal traditionnel ou est-ce que c'est un canal digital? Parce qu'en fonction de la cible, le lieu ne va pas être le même. Aujourd'hui, la manière de communiquer avec une cible senior, c'est pas la même manière de communiquer avec une cible jeune. C'est pourquoi c'est important, en fonction de la cible, choisir sa méthode de communication et choisir également le lieu où on fait passer la communication. Donc, après, il y a le marketing digital. Donc, on a parlé de marketing stratégique, opérationnel, et là, on parle de marketing digital. Donc, digital, je l'ai dit tout à l'heure, comme son nom l'indique, c'est tout ce qui est canal en ligne. Donc, dans le marketing digital, on fait référence aux plateformes numériques, les différentes plateformes numériques où on promeut les services et les produits. On fait référence aux sites Internet, on fait référence aux réseaux sociaux, donc tout ce qui est réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Facebook, TikTok, Snap, Instagram. Donc, c'est tout ce qui est réseaux sociaux, contenu en ligne, publicité en ligne. Donc, tout ça, on parle vraiment de marketing digital. Maintenant, alors là, on parle vraiment de plan marketing, de stratégie marketing. Donc, après avoir fait la différence justement avec les différents types de marketing, là, on va voir comment vraiment élaborer un plan, comment élaborer un plan marketing efficace. Donc déjà, un plan marketing, il faut savoir que c'est rien d'autre qu'une feuille de route. C'est une feuille de route qui va décrire les actions marketing opérationnelles qui sont prévues déjà pour une période bien définie, avec des différentes modalités et avec un budget alloué. Et les différents outils donc, pour mener à bien ce plan marketing, on va d'abord voir l'outil SWOT. Donc, l'outil SWOT, ça signifie quoi? Ça signifie force, faiblesse, opportunité, menace en anglais. Déjà, le diagnostic interne, il va permettre de déceler les forces et les faiblesses de l'entreprise en tant que telle. Donc, ton entreprise, il va falloir connaître, faire le tableau pour connaître quelles sont les forces de l'entreprise, quelles sont les faiblesses de l'entreprise. Maintenant, d'autre part, sur le point de vue externe, il va falloir déceler quelles sont les opportunités et quelles sont les menaces de l'environnement. Donc, quand on parle d'opportunités et menaces, on parle d'opportunités et menaces par rapport à l'environnement externe. Donc, ça, c'est d'un point de vue externe. Et c'est ce diagnostic-là, interne-externe, il va permettre déjà de pouvoir orienter sa stratégie, déjà connaître les capacités de l'entreprise et l'attractivité par rapport à l'environnement. Et à partir de cela, on pourra orienter sa stratégie. Alors, deuxième outil, il y a également l'outil PESTEL. Donc, le PESTEL, alors, disons que PESTEL, c'est 6 lettres qui signifient quoi? Qui signifient politique, économique, sociologique, technologique, écologique et légale. Donc, c'est une analyse qui prend en compte, en fait, ces 6 aspects-là. Ces 6 aspects-là. Donc, déjà sur le plan politique, lorsque vous décidez d'implanter votre entreprise, il va falloir sur le plan politique savoir, OK, est-ce que ce pays-là est stable? Est-ce que c'est vraiment la période donnée pour se lancer, pour lancer son business ou pour ouvrir son entreprise? Pourquoi? Parce que si on se lance à la mauvaise période, c'est sûr que c'est voué à l'échec. Exemple, en période comme j'ai l'habitude de dire, en période préélectorale ou en pleine période d'élection, c'est vraiment la mauvaise période pour se lancer son business. Parce que les gens sont frileux, les investisseurs sont frileux. Donc, c'est vraiment une période où on doute. On se pose la question à savoir est-ce qu'il ne va pas y avoir des débordements dus justement à l'élection, etc., etc. Donc, il est important vraiment de prendre en compte cet aspect politique-là. Sur le plan économique, il va falloir voir, OK, quel est le PIB, par exemple, du pays sur le plan économique? Est-ce que ce pays-là a un PIB stable? Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir? Sur le plan social, on va voir, OK, quel est le pouvoir d'achat de ma cible? Quel est le pouvoir d'achat de cette région? Ou quel est le pouvoir d'achat de ce pays-là? Pourquoi? Parce que si on cible
une clientèle qui n'a pas un pouvoir d'achat capable vraiment d'acheter notre produit ou notre service, là également, en fait, on ne va pas vendre. Donc, en fait, c'est vraiment des analyses ou des stratégies qui permettent d'évaluer vraiment l'environnement pour pouvoir vendre son produit ou son service. Sur le plan technologique, pareil, est-ce que le pays ou la région est assez ouvert au développement technologique? Sur le plan écolo, est-ce qu'il y a des restrictions par rapport aux produits que je veux lancer? Et sur le plan légal, est-ce que c'est dans tel ou tel pays, est-ce que le produit que je veux lancer, est-ce qu'il est légalement permis de le lancer? Donc, encore une fois, c'est vraiment une analyse macro de l'environnement. Maintenant, donc les objectifs d'un plan marketing, c'est quoi? On peut lancer un plan marketing parce qu'on souhaite augmenter les ventes. On peut également lancer un plan marketing parce qu'on souhaite gagner des parts de marché, parce qu'on souhaite fidéliser, ou sinon on veut augmenter notre notoriété. Donc, avant de lancer un plan marketing, il va falloir définir les objectifs, l'objectif précis de ce plan marketing-là. Il peut s'agir d'augmenter le trafic sur notre site Internet. Donc, après avoir défini l'objectif, il va falloir définir le ciblage. Comme on dit, le ciblage, il est très important. Lorsqu'on veut communiquer, il va falloir partir de ce ciblage-là. Lorsqu'on veut déterminer le lieu de distribution, il va falloir partir de ce ciblage-là. Donc, et pour effectuer une bonne segmentation, il est important de prendre en compte ces trois critères-là. Déjà, il y a le critère socio-démographique. Quand on parle de critères socio-démographiques, on va parler de l'âge, du sexe, du niveau de revenu, le niveau d'éducation, etc., etc. Pour les critères géographiques, c'est plutôt le lieu d'habitation, le type d'habitation, le climat, etc., etc. Et les critères psychographiques, on va parler de l'opinion. Ça, c'est beaucoup plus subjectif parce qu'on va parler de l'opinion, des attitudes, les attitudes comportement, donc de la cible. Après le ciblage, il va falloir déterminer les canaux. Donc ça, je l'avais dit tout à l'heure, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'avais dit qu'il y avait deux types de canaux. Il y a le canal digital et le canal traditionnel. Il faut déterminer donc le canal et enfin fixer le budget marketing. Donc le budget marketing, donc pourquoi? Parce qu'il est indispensable vraiment de quantifier les actions que vous avez prévues. Donc, chaque canal, il faut savoir que chaque canal de distribution représente un poste de dépense entière dans le budget marketing. Maintenant, concernant le plan de communication. Alors, le plan de communication, tout comme le plan marketing, en fait, le plan de communication, il est fragmenté également en différentes étapes, pas en 6 étapes. Parce que le plan de communication, en fait, il sert vraiment à transmettre le message clé au public ciblé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la manière de communiquer aujourd'hui avec un public senior, ce n'est pas la même manière de communiquer avec un public plus jeune, etc., etc. Donc, première étape, tout comme le plan de marketing, il va falloir fixer les objectifs, que ce soit un objectif de croissance, un objectif de notoriété, un objectif pour augmenter les ventes ou le chiffre d'affaires. Il va falloir d'abord déterminer les objectifs, ensuite le ciblage, comme tout à l'heure, déterminer le public cible. Donc, identifier avec précision quelle est ma cible. Le message clé également, il est très important. Donc, il va falloir créer un message qui réponde vraiment aux besoins spécifiques, aux besoins et aux intérêts de sa cible pour pouvoir la capter. Parce que c'est à partir du message que la cible dit oui, j'ai besoin du produit ou non, je n'en ai pas besoin. Maintenant, déterminer le canal. Est-ce que c'est un canal traditionnel? Est-ce que c'est un canal digital? Ensuite, déterminer le budget. Toujours déterminer le budget. Encore une fois, chaque poste doit avoir un budget alloué. Et enfin, rédiger le plan d'action. Donc, le plan d'action, ça va être de manière chronologique les actions à entreprendre avec un délai précis. Alors, lorsqu'on en vient à la stratégie, donc il faut savoir que la stratégie commerciale, on appelle ça également la stratégie de vente. C'est vraiment un plan d'action, justement, qui est conçu pour atteindre les objectifs commerciaux de vente. Donc, la stratégie commerciale, c'est vraiment pour l'équipe commerciale, pour l'équipe de vente. Donc, ça sert à maximiser les ventes, accroître les revenus et
par conséquent améliorer la rentabilité de l'entreprise. Donc, pour mener à bien cette stratégie, il va falloir déjà faire un focus particulier sur l'acquisition client. Donc, tout ce qui est acquisition et prospection client, ça peut se faire par l'obtention d'une base de données, vous voyez, d'une base de données pour prospecter et atteindre sa cible. Déjà, dans la stratégie commerciale, il va falloir également mettre en œuvre des documents de vente. Quand on parle de documents de vente, il s'agit de devis, des devis à envoyer aux clients, les supports commerciaux pour prospecter, les contrats avec les fournisseurs, etc., etc. Il y a le bon de commande, donc BC, c'est bon de commande. Le BL, c'est le bon de livraison. Et les CGV, donc CGV, c'est conditions générales de vente. Ça correspond plus à des sites Internet. Il va falloir négocier. Donc, pour mener à bien sa stratégie, il va falloir une bonne négociation commerciale avec les responsables d'achat, exemple, et une stratégie de fidélisation. Parce qu'encore une fois, ça ne sert à rien de faire de l'acquisition client si on ne sait pas derrière fidéliser le client. Parce qu'en vente, on dit que ça coûte plus cher d'acquérir que de fidéliser. Donc, il vaut mieux fidéliser le client que d'aller acquérir à chaque fois de nouveaux clients. Donc, lorsqu'on parle de l'équipe entrepreneuriale, il faut savoir que l'équipe entrepreneuriale est composée en fait d'individus talentueux et expérimentés. Donc, l'équipe entrepreneuriale doit être, on va dire, pluridisciplinaire. Il doit y avoir plusieurs profils parce que c'est des profils qui doivent se compléter. Donc, ils doivent avoir des compétences vraiment très complémentaires. Et pour parler de cette complémentarité de compétences-là, par exemple, pour l'équipe de direction, il va y avoir le fondateur principal. Lui, il va gérer tout ce qui est stratégie et vision. Lui, il doit vraiment faire un focus sur la stratégie et la vision de l'entreprise. Ensuite, le cofondateur, parce que souvent, généralement, les entreprises sont fondées à deux. Donc, le cofondateur qui va avoir une expertise beaucoup plus technique sur le sujet, beaucoup plus pointue. Donc, il va certainement occuper le poste de directeur technique. Et il y a vraiment une partie marketing et vente. Parce qu'après avoir mis en place le produit, déterminer vraiment les fonctionnalités clés et tout, il va falloir mettre une stratégie pour comment vendre, comment atteindre sa cible. Maintenant, donc, leur rôle, c'est quoi? C'est que le directeur général, il est responsable de la direction stratégique, comme je l'ai dit. Après, le directeur technique, qui est souvent le cofondateur ou une personne qui a été recrutée, il est en charge de tout ce qui est conception, développement et innovation du produit. Et le directeur marketing, donc c'est elle qui gère les activités marketing, les activités communication et vente. C'est pourquoi généralement même on parle de directeur marketing et vente, parce que cette personne va combiner les deux, les actions marketing et les actions commerciales. Donc souvent les prises de décision pour le DG, ça va être des prises de décision, on va dire, basées sur des réflexions, donc des décisions stratégiques. Donc, les fondateurs également, ils peuvent faire référence, ils peuvent faire appel plutôt à des consultants. Donc, des consultants pour avoir vraiment des avis externes. Et après, les décisions finales sont prises de manière collégiale, donc en consensus. Alors, déjà, dans ce type d'organisation, il peut y avoir déjà un conseil d'administration, ce qui veut dire que les fondateurs et les experts indépendants guident la stratégie et la prise de décision. Ensuite, il y a l'équipe de direction. Donc, il y a le comité vraiment de direction composé des fondateurs et des différents directeurs. Et après, il y a l'équipe vraiment fonctionnelle. L'équipe fonctionnelle, c'est-à-dire les différents départements qui doivent exécuter les différentes actions. Il peut y avoir le département marketing, département recherche et développement, département finance, département RH, etc., etc. Donc, c'est vraiment ces départements-là qui assurent l'exécution du travail. Maintenant, on va attaquer la partie leadership, donc le leadership pour l'entrepreneur, pour le manager. Et j'ai l'habitude pour cette partie de commencer avec cette citation-là de Mandela, donc qui disait que être leader, c'est comme être un berger. Donc, on doit être suffisamment dur pour être accepté, mais assez doux pour être aimé. On doit être suffisamment proche de ces gens pour les connaître et suffisamment loin pour les motiver.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, un leader, il doit avoir deux phases. Il doit pouvoir mener ses équipes déjà et pouvoir également les motiver. Voilà. Et on définit justement le leadership comme étant l'ensemble des aptitudes et des attitudes, donc qui permet vraiment d'influencer le comportement d'un individu ou d'un groupe de personnes. En fait, l'idée, c'est vraiment amener les personnes à réaliser les objectifs visés. Et il y a une légère différence quand même entre être un manager et être un leader. Parce que être manager ne veut pas forcément dire être leader. Le manager, il assure la bonne gestion. Donc, il fait les choses correctement, il assure la bonne gestion, tandis que le leader, il fait faire les bonnes choses. Donc, disons qu'à partir de ses aptitudes et de ses attitudes, il va guider les autres et les inciter à atteindre leurs objectifs. Donc, les qualités d'un bon leader, il y a les valeurs intrinsèques, dont l'équité, la liberté et l'engagement. Lorsqu'on parle d'équité, il s'agit vraiment de traiter les gens avec des chances égales. Liberté d'expression, lorsqu'on parle de liberté, il y a la liberté d'expression, la liberté de penser. Et côté engagement, c'est vraiment pouvoir impliquer tout un chacun dans les actions qui ont été prises pour mener à bien l'entreprise. Donc, les qualités du leader, le leader doit être un bon négociateur, il doit être un bon gestionnaire de stress et un bon gestionnaire de conflits. Donc, il doit pouvoir gérer le stress et gérer les conflits dans l'équipe. Donc, concernant la formalisation, alors, la formalisation, c'est quoi? Donc, il y a énormément d'entrepreneurs qui pensent que se formaliser, c'est uniquement s'enregistrer. C'est uniquement enregistrer son entreprise. Sauf que l'enregistrement de l'entreprise, c'est vraiment un aspect, bon, c'est un aspect très important de la formalisation, mais il ne s'agit pas uniquement de s'enregistrer. Donc, formaliser, c'est une étape cruciale vraiment pour garantir la légalité et la pérennité de l'activité. C'est ce qui permet vraiment d'accéder, en fait, on va dire, à de nombreux avantages et éviter les risques juridiques. Donc, déjà, pour se formaliser, il va falloir définir la forme juridique. On choisit sa forme juridique. S'il y a lieu d'obtenir des autorisations, on va aller en fait faire les démarches pour obtenir les autorisations. Et enfin, l'ouverture d'un compte bancaire professionnel. Donc, il faut savoir que l'avantage de se formaliser, déjà, on a la stabilité juridique. Donc, l'entreprise est vraiment reconnue légalement et bénéficie d'une protection. Il y a l'accès aux aides également. Donc, en vous formalisant, vous pouvez prétendre aux subventions et aux autres aides publiques. Et de plus, l'entreprise est vraiment crédible. Donc, l'entreprise, elle est formelle, elle est crédible auprès de clients, auprès de partenaires, auprès d'investisseurs. Alors, il y a différentes formes juridiques. Hein. Il y a ce qu'on appelle la SARL, la société à responsabilité limitée pour les plus grandes entreprises. Il y a la société anonyme. Donc, il y a le GIE. Donc, lorsque on veut vraiment monter son entreprise en groupe et que on ne veut pas non plus investir, on n'a pas énormément d'argent, par exemple 500 000 ou 1 million, pour investir dans le capital pour créer une société à responsabilité limitée, on peut tenter de créer un GIE. Et il y a l'entreprise individuelle. Donc, lorsqu'on travaille seul et qu'on souhaite se formaliser, l'entreprise individuelle, c'est un bon début et un bon compromis. Parce que normalement, avec 20 000 francs, on peut créer son entreprise individuelle et démarrer son activité. Alors, les formalités administratives, c'est quoi? Déjà, l'immatriculation. C'est le registre de commerce, hein? C'est ce qu'on appelle le registre de commerce, c'est l'immatriculation. Il y a la déclaration fiscale, donc obtenir un numéro d'identification fiscale. Il y a l'inscription au registre de commerce et de l'INEA. Il y a l'autorisation d'exercer. Donc, selon l'activité, il est important d'avoir une autorisation d'exercer, comme pour les métiers d'avocat, comme pour les métiers de médecin, etc., etc. Là, il faut vraiment une autorisation d'exercer.
Par exemple, un avocat qui veut ouvrir son cabinet ou un médecin qui souhaite ouvrir sa clinique. Donc, alors, le financement, donc il y a le capital initial. Donc, lorsqu'on veut financer son entreprise, déjà, on peut partir de son propre capital. Le capital initial, c'est l'argent qu'on met en fait pour ouvrir l'entreprise. On peut partir du capital initial, ou sinon, on peut bénéficier d'aides publiques, donc les aides publiques, les subventions et autres, ou sinon, on peut emprunter. On peut bénéficier d'emprunts à la banque. Donc, il y a trois formes de financement. Alors, donc, pour vraiment réussir sa formalisation, déjà, il faut bien se renseigner, connaître les étapes et les obligations. Il faudra faire appel à des experts comme un avocat, par exemple, un comptable ou un consultant expert en entrepreneuriat pour vous guider. Il faut suivre les démarches avec rigueur, donc respecter vraiment les délais et les formalités et anticiper le financement. Vraiment prévoir le budget nécessaire à la formalisation. Donc, on va finir par le pitch commercial. Donc, c'est quoi un pitch commercial? Faut savoir que le pitch sert à attirer l'attention initiale. Donc, c'est vraiment une présentation concise de votre offre destinée à susciter l'intérêt du client. Donc, c'est essentiel pour communiquer de manière claire et de manière persuasive pour les clients. Donc, comment on peut l'adapter aux différents canaux? Il faut savoir qu'il y a différents types de pitch. Il y a le pitch oral, ce qu'on appelle le pitch oral, c'est la présentation orale. Il y a le pitch téléphonique. Aujourd'hui, lorsqu'on fait du phonie, lorsqu'on prend la base de données et qu'on appelle, il y a le pitch téléphonique qu'on a. Il y a le pitch par mail, donc on peut vraiment démarcher par mail. Il y a le pitch sur les réseaux sociaux, le pitch en réunion virtuelle ou en événement direct. Donc, il y a différents types de pitch qu'on doit adapter à chaque canal de distribution. Donc, ce qui compose vraiment un bon pitch, déjà, il y a l'introduction. Donc, quand on introduit, on se présente. On va se présenter de manière très brève et on introduit le sujet. Après, on pose le problème. Donc, on introduit le sujet, on pose le problème, on présente la solution. Donc, il y a souvent un problème, en fait, qui va mettre en avant les avantages et les bénéfices du produit et on pose vraiment la solution qui est notre produit, notre proposition de valeur par rapport à ce qui se fait déjà sur le marché. Après, on va énumérer, bien entendu, les avantages. OK, en achetant le produit ou le service, qu'est-ce qu'on apporte au client? Qu'est-ce qu'on met? On peut mettre en évidence des résultats, on peut mettre en évidence des témoignages, etc., etc. C'est pourquoi on parle de preuve sociale, parce que les témoignages, c'est une preuve sociale. Un client satisfait, c'est une preuve sociale. Et enfin, on conclut toujours un pitch par un appel à l'action. Lorsqu'on parle d'appel à l'action, c'est vraiment inviter son public à nous contacter, inviter son public à prendre des mesures pour se procurer notre solution. Donc, l'appel à l'action peut être soit un numéro de téléphone ou peut être un engagement en fait qu'on fait avec le public pour les inciter à revenir vers nous. Ou un essai gratuit. Des fois, un essai gratuit peut inciter vraiment la cible à venir acheter. Il va essayer d'abord le produit et après acheter. Donc, quelques conseils pour captiver son auditoire. On peut très bien raconter des anecdotes ou des histoires engageantes pour maintenir l'attention. En fait, lorsqu'on parle d'anecdotes ici, on peut parler de storytelling parce que le storytelling, c'est vraiment qu'est-ce qui nous a incité à créer ce produit ou à créer ce service-là. Donc, on est parti de quoi? Des fois, on peut raconter justement cette histoire-là parce que généralement, lorsqu'on crée un produit ou un service, c'est parce que on n'a pas trouvé, exemple, le produit sur le marché. Exemple. Ça peut partir vraiment d'une rareté. On peut ne pas trouver le produit sur le marché et décider vraiment de le mettre en place et de le commercialiser. Donc, il va falloir choisir les visuels qu'on fait surtout pour les présentations, par exemple par projection PowerPoint, choisir bien les visuels, les images, les graphiques et parler de manière claire. Donc, éviter vraiment les termes techniques, les jargons techniques, il faut éviter ça. Donc, il faudra parler de manière claire, contrôler le débit de parole. Donc, il faut que le débit de parole ne soit pas trop rapide ni trop lent. Varier l'intonation également. Donc,
côté support, il va falloir que les visuels viennent soutenir le discours. Donc, c'est pourquoi il faut utiliser des images et des graphiques très simples et non surchargés. Éviter vraiment de surcharger ces images-là. Et pour anticiper les questions, il va falloir, en fait, les questions qui reviennent souvent ou qui sont si susceptibles d'être posées, il va falloir anticiper sur les questions-là, traiter les objections vraiment avec respect et de manière très constructive. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous. Je ne sais pas si vous avez des questions. On peut prendre rapidement quelques questions.